Hop, voilà, et je vais laisser la main du coup à Cyrielle. Et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à faire un petit message dans le chat. Donc moi, je suis Cyrielle, je suis associée chez Lizio. Notre mission, en fait, est d'accompagner les structures vers plus de numérique responsable, aussi bien en termes d'accessibilité qu'en termes de sobriété numérique, afin que tout le monde puisse vivre sereinement entre l'amélioration du quotidien grâce au numérique, mais aussi ses impacts. Là, cette heure, cette grosse heure et demie qu'on va passer ensemble, va se dérouler de la manière suivante. On va faire un petit quiz numérique ensemble pour repositionner les choses et le contexte en termes d'accessibilité. Ensuite, on verra les impacts et les enjeux liés au numérique accessible et au numérique responsable. Et puis, on finira par les bonnes pratiques sur cette thématique et bien sûr, un échange entre nous, questions-réponses. Et si d'ici là, des questions m'arrivent pendant le déroulé, surtout n'hésitez pas à les poser. Ça permet aussi parfois d'améliorer et de répondre en direct pendant la présentation. Donc, comme je disais, on commence par un petit quiz numérique responsable. Donc, on ne l'a pas fait en format sondage parce qu'on est un peu nombreux. Par contre, n'hésitez pas à mettre quelques réponses si vous le souhaitez dans le chat. Comme ça permet de rebondir et de pouvoir savoir quels sont vos repères sur ce sujet-là. Donc, numérique responsable, vraiment, donc c'est un ensemble de thématiques. On verra la définition après, bien évidemment. Mais voici la première question que je peux poser aujourd'hui sur ce point-là, et qui est, en France, quelle est la part de personnes rencontrant au moins un frein matériel dans l'usage des outils numériques? L'objectif de cette question, c'est vraiment de se sensibiliser aux personnes qui peuvent avoir des freins avec le numérique en termes là, de matériel, entre autres. Donc, je vois des 21, des 35, des 72. Beaucoup de 35. Beaucoup de 35. Merci pour ces quelques réponses. Et effectivement, donc le numérique transforme notre quotidien et le matériel voilà, va être l'un des premiers freins à tout ça. Et c'est un gros frein pour près de 21%. On est un tout petit peu en dessous des 35%. 21% des Français déclarent rencontrer au moins un frein matériel dans l'utilisation du numérique. Donc on a pour certaines personnes, les personnes qui ont du matériel trop vieux, pour 11%, des personnes qui ne sont pas du tout équipées, donc pour 7%, et pour 8%, des personnes qui n'ont pas de connexion assez bonne pour avoir accès à l'information. Donc ce qui fait que voilà, ça fait à peu près un Français sur 5 qui a ces difficultés matérielles. Quand on va un peu plus loin que le matériel, et qu'on va vraiment positionner sur l'individu, combien d'individus sont touchés par l'électronisme? Définition de l'électronisme, les personnes qui ont des problèmes à utiliser le numérique, à aller au bout d'une démarche numérique et finalement à comprendre comment utiliser le numérique au quotidien. Donc on a du 11, du 14, j'ai vu un 6. Donc il y a 3, 6, 4, 11 ou 14 millions. Beaucoup de 11. Donc sur cette situation-là, on imagine forcément beaucoup les seniors, mais pas que. En fait, on s'en rend compte au fur et à mesure. Et du coup, bravo à Fanny et à Monsieur Baudry ou Madame Baudry, qui ont répondu 14 millions. Effectivement, c'est 14 millions de personnes qui sont touchées de près par l'électronisme. Donc on est presque autant de personnes qu'avec un frein matériel. Et il y a effectivement beaucoup de jeunes. Pourquoi? Parce que en fait, smartphone au bout du bras, on a l'impression que pour eux, tout est facile. Et finalement, dès qu'on leur demande de lancer une démarche numérique, de payer ses impôts, remplir ses impôts, de faire une demande sur la CAF, euh, ne serait-ce que de faire un mail de réclamation suite à une mauvaise réception, un mauvais achat, et bien du coup, en fait, il y a énormément d'abandon parce que la complexité d'utiliser et de faire la démarche jusqu'au bout fait qu'ils n'y arrivent pas. Donc,
ça fait aujourd'hui 17 millions et 17%, pardon, 14 millions, et des personnes qui ne vont pas forcément, des chiffres qui ne vont pas en descendant, pardon. Dans la population, on a aussi différentes problématiques aujourd'hui, et entre autres, les troubles 10 qui sont de mieux en mieux repérés, et ça, c'est un point fort. Mais aujourd'hui, combien de pourcentage de la population est atteinte de troubles 10? Donc derrière 10 se cache souvent dyslexique, mais aussi dyspraxique, dysorthographique, dyscalculique. Donc on a quelques 6 à 8 qui sortent de la population. 6 à 8. Là, je pense que tout le monde est plutôt assez d'accord. Effectivement, on est dans le 6 à 8% de la population, soit à peu près 7 millions de personnes qui vont souffrir de ce trouble, qu'on va pouvoir aujourd'hui améliorer justement grâce à sa prise en compte et à sa compréhension. C'est vrai qu'à une époque, on ne se posait pas la question de pourquoi la personne n'arrivait pas à lire. Aujourd'hui, on va pouvoir comprendre et l'aider surtout pour pouvoir avoir un meilleur accès à l'information de façon globale et donc un accès à la culture et à l'information. Les hommes sont souvent plus atteints de daltonisme que les femmes. Est-ce vrai ou est-ce faux? Bon, beaucoup de femmes répondent vrai. Effectivement, beaucoup de vrai. Et oui, c'est vrai, sans aucun doute. Aujourd'hui, environ 8%, un homme sur 10 presque, qui a des difficultés face aux couleurs, au contraste, et face à 0,5% des femmes. Donc, ce qui fait qu'on a à peu près 4% de la population qui va avoir des difficultés de comprendre l'information via la couleur. Et c'est là où c'est important de connaître cette information, puisque c'est vraiment au cœur de nos sites internet qu'on va mettre le plus de couleurs. Et donc, on a besoin aussi de se mettre un peu dans cette position de est-ce que tout le monde voit bien l'information que je veux transmettre? Dernière question, mais pas forcément la moins importante. En France, depuis quand l'accessibilité numérique est-elle obligatoire? Est-ce que c'est depuis 91, 2005, 2012, 2019? On va passer des 2005, des 2009, des 2012, des 2019. On va un peu passer tout. Merci de toutes ces réponses en tout cas. Et je dirais que je crois que c'est celle qui est passée le plus. Et effectivement, c'est depuis 2005. 2005, puisque les obligations d'accessibilité numérique sont incluses dans la loi du 11 février 2005, que vous connaissez tous, dite la loi handicap, qui doit permettre à tous d'avoir accès aux informations et aux sites publics, quelle que soit la situation du handicap, et à l'égalité des chances, bien évidemment. Mais vous aviez raison, toutes ces dates ont un point important à connaître. 91, c'est l'année du premier site Internet. Donc en 91, le premier site Internet a été publié en ligne, un site suisse. Et aujourd'hui, en ligne, il y a environ 2 milliards de sites Internet. Donc la croissance est assez exponentielle pour parler de cette partie numérique. 2012, première année dans laquelle est sorti un référentiel d'amélioration de l'accessibilité et auquel on a demandé aux collectivités de répondre à ce référentiel et de rendre leur site internet le plus accessible possible. 2019, l'année où ça a été légiféré. Et depuis cette année-là, qu'on finalement prend des risques à ne pas faire des sites accessibles. Tout ça fait que, mis bout à bout, vous l'avez aussi entendu beaucoup, on est à 20 ans cette année pour la loi handicap. On a laissé 20 ans pour pouvoir faire quelque chose sur l'accessibilité numérique. On a également étalé la création du référentiel, la partie législation. Et tout ça avance encore, puisqu'on est très loin d'avoir réussi cette partie d'accessibilité numérique.
Donc aujourd'hui, pour finir sur cette partie questionnaire, merci de votre participation déjà, c'était intéressant. J'espère que vous avez réappris peut-être 2-3 choses. Et le point important d'aujourd'hui, c'est de se dire qu'on va sur cette prise de conscience. Aujourd'hui, la transformation numérique, bah, elle bouleverse toutes nos organisations, la société, la relation entre humains. Et pourtant, bah, tout ça fait que le numérique n'est pas si immatériel que ça et n'a pas aucune influence sur les humains, puisque on se rend compte qu'on peut avoir des difficultés à avoir accès à l'information de par un numérique qui se veut moins accessible. Donc, il nous faut absolument redéfinir bah, l'organisation et prendre conscience du fait que on doit mettre en place des solutions pour améliorer l'empreinte écologique et sociale du numérique, que tout ça soit bien plus soutenable pour notre planète. Une fois qu'on a dit ça, quels sont aujourd'hui finalement euh, les points clés liés au numérique responsable et finalement qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette définition de numérique responsable? Voici la définition officielle. Aujourd'hui, le numérique responsable est un numérique capable de proposer des solutions et des innovations soutenables pour la planète, éthiques et inclusives. Il s'agit d'une démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte écologique, économique et sociale de toutes les technologies de l'information et de la communication. C'est une définition très large, mais en tout cas qui permet de poser les choses et finalement de se dire qu'une démarche numérique responsable va nous amener à penser différemment nos pratiques pour que l'on puisse en fait appliquer et embarquer toutes nos sphères aux alentours pour avancer et améliorer. Nous avons tous un rôle à jouer de sensibilisation et d'amélioration. Et ça ne prend pas en compte bien sûr que les sites internet, même si aujourd'hui on va être un petit peu plus focalisé sur cette partie-là, mais c'est aussi toutes les applications, toutes les utilisations du numérique qu'on peut faire au quotidien. Quels sont les enjeux, alors assez rapidement, de sobriété autour de ce numérique responsable qui est aujourd'hui une brique complète de la RSE. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE. Et finalement, dans cette RSE, il y a une brique réservée au numérique. Et donc, il y a des enjeux forts de sobriété, puisque bah, on se doit aujourd'hui d'agir pour réduire l'impact environnemental du numérique. Et donc, bah, de permettre finalement de trouver le point d'équilibre entre comment utiliser le numérique sans impacter trop notre planète. Aujourd'hui, les développements des usages numériques sont de plus en plus importants. Et je ne parle pas de l'IA qui vient encore plus faire exploser l'impact du numérique. Et donc, il est important de se responsabiliser et de comprendre finalement aussi ce concept de sobriété numérique en se posant les questions importantes d'utilisation et de sensibilisation autour de cette thématique. Donc, aujourd'hui, il y a quelques bonnes pratiques qui existent, l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie qui existent de façon globale, et puis des petites méthodes. Désolée, c'est vrai que... Des petites méthodes qui peuvent vous aider, comme les 5 R. Refuser, réduire, réemployer, recycler et autres. Promouvoir l'éco-conception, comme je disais, construire, réfléchir, poser des questions pour améliorer la légèreté des produits qu'on va développer. On va aussi favoriser la soutenabilité en prenant en compte le cycle de vie. Et donc là, c'est une autre méthode qui s'appelle les 3 U, qui va être l'utilisation, l'utilisabilité et l'usage. Et donc, en se posant les bonnes questions face à la conception, est-ce que ce que je vais créer va être utile, va être utilisable et utilisé? On est vraiment dans la partie importante de est-ce que finalement c'est un produit qui va être acheté et qui a des raisons d'être acheté. Et puis enfin aussi mesurer toute la partie émissions des gaz à effet de serre et éviter, ça c'est le principal, puisqu'aujourd'hui
l'impact du numérique est à 80% lié à notre matériel, éviter de renouveler notre matériel trop rapidement. Alors bien sûr, il y a l'obsolescence programmée ou autre, mais vraiment essayer de faire au maximum le nécessaire pour allonger la durée de vie d'un produit qui peut être celui d'un PC. Si on le passe ne serait-ce que de 3 ans à 5 ans, on va réduire son impact environnemental de plus de 30%. Il y a vraiment tout ce besoin et cette nécessité aussi de réduire le renouvellement de ce matériel. Voilà pour la partie liée aux enjeux de sobriété. Ensuite, il y a toute la partie liée aux enjeux d'inclusion. On en a parlé tout à l'heure, près de 17% de la population est en situation d'électronisme et 21% de la population qui ont des freins matériels. Donc il va vraiment falloir combler cette fracture, l'éviter au maximum, justement en proposant des produits utiles. Ça, c'est aussi la question de l'analyse de cycle de vie, et qui vont être pouvoir utilisables, quels que soient les freins liés à l'utilisation et quels que soient les freins liés à la personne. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument encourager cette transformation numérique inclusive en respectant toutes les personnes qui vont pouvoir utiliser ce matériel et qui vont avoir besoin de comprendre, naviguer et interagir avec le numérique. Et là encore, qu'on parle de site internet ou qu'on parle d'application ou d'utilisation. Aujourd'hui, on va parler d'UX design, on va dire d'expérience utilisateur en ligne pour faciliter finalement l'accès à l'information. Dans l'accessibilité, finalement, on a parlé tout à l'heure de quelques exemples. Il y a énormément de personnes qui ont besoin d'un web qui sera beaucoup plus adapté, beaucoup plus accessible. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes en France aujourd'hui qui ont un handicap qui influe sur leur capacité à utiliser le web. On n'a pas forcément toutes les personnes en situation de handicap, puisqu'aujourd'hui, on peut être handicap moteur, en situation de handicap en fauteuil, mais avoir aucun problème à utiliser le numérique. Par contre, on va avoir d'autres problématiques quand on va être sourd, malentendant, malvoyant ou autre. Et là, on va avoir des problématiques à utiliser le numérique si celui-ci n'est pas adapté. Et c'est souvent dans les cas, justement, où on est en situation de handicap invisible. On va parler donc de toute la partie handicap visuel, avec la cécité, la malvoyance, on en a parlé également tout à l'heure, le daltonisme. On a tous les handicaps auditifs, les handicaps cognitifs, comme la dyslexie, entre autres, ou les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention, et les handicaps moteurs, entre les paralysies, tremblements matériels. Ces personnes-là sont parfois équipées de matériel d'assistance et ont besoin finalement de pouvoir trouver l'information sur vos sites internet et peuvent être bloquées à cause justement d'un développement non accessible. On a aussi toutes les personnes seniors qui vont cumuler souvent plusieurs pathologies et souvent plusieurs difficultés sur lesquelles ils ne seront pas forcément équipés. Et là, on va avoir vraiment besoin de les accompagner à pouvoir avoir accès à l'information de façon adaptée. C'est pour ça que là, on va parler plus de thématiques d'inclusion, puisqu'on va aussi parler donc de personnes en situation d'électronisme, 17% qui vont avoir une absence de connaissance sur le fonctionnement et l'utilisation du numérique. On a les difficultés de langage, entre les difficultés de compréhension, une langue maternelle non française, une difficulté de lecture. Aujourd'hui, c'est 9% de la population de plus de 16 ans qui a des difficultés de lecture. Et puis, on s'est tous déjà rentrés dans cette difficulté, des zones bas débit, dans lesquelles on aurait besoin d'avoir accès à une information, et finalement, 30, 40, 50 secondes, aujourd'hui, on n'a pas plus forcément cette patience d'attendre que les sites se chargent, et donc comment faire pour accélérer et avoir un meilleur accès à l'information quand on n'a pas énormément de réseau, et ou peu aussi euh, de débit. Donc au total, c'est à peu près une personne sur deux qui rencontre à un instant T une difficulté. Donc c'est là où on va aller vers l'inclusive design. C'est là où c'est important de le prendre en compte, de pouvoir se dire, OK,
je voudrais permettre que toutes les personnes qui sont devant leur PC puissent avoir accès à l'information que j'ai envie de transmettre. Et ça vaut aussi pour les éditeurs de logiciels. J'imagine qu'au quotidien, vous travaillez avec de nombreux logiciels. Ils se doivent aussi normalement de rendre l'information la plus accessible possible pour que vous, en tant qu'utilisateur, vous n'ayez pas non plus de problématiques à comprendre l'information ou à voir l'information. En plus de ces quelques enjeux de sobriété et d'inclusion, on a aussi tout ce qui va être lié aux enjeux éthiques et de sécurité. J'ai pas forcément fait de slide aujourd'hui, mais dans le numérique responsable, c'est vraiment aussi le cœur de la réflexion, de toujours réfléchir dans quel but je vais aller collecter cette donnée ou pas, et puis comment je vais la sécuriser et comment je vais la traiter. Aujourd'hui, on a le RGPD aussi, qui nous contraint à regarder cette partie-là en détail. Quand on va appliquer tout ce que je viens de donner là sur la partie site internet, on a plusieurs moyens en fait de réfléchir à comment rendre son site internet. Et aujourd'hui, l'accessibilité est un grand mot dans lequel on peut mettre énormément de définitions. Et voici nous sur laquelle on s'attelle pour pouvoir expliquer que l'accessibilité ne vient pas que d'une seule action. C'est vraiment un ensemble d'actions globales qui va permettre d'avoir un site accessible. On a, en plus de ces points qui sont là que je vais décrire, on a aussi, on en a vu tout à l'heure, permettre à chacun d'avoir du matériel qui va permettre d'aller sur le site internet, de former les utilisateurs, c'est aussi rendre le web accessible. Tout ça, c'est des missions aussi que se donnent les différentes associations, les différentes structures. Lorsqu'on va vouloir concevoir son site internet et se recentrer sur son site internet, il y a plusieurs points. Et on va avoir un site respectueux du RG2A. Le RG2A, c'était un peu la thématique d'aujourd'hui, c'est le référentiel général d'amélioration d'accessibilité. C'est vraiment comment concevoir nativement mon site le plus accessible possible. On va le décrire un petit peu après. C'est en tout cas pour moi la base du démarrage d'un projet quand on refond ou quand on avance sur un nouveau site. Lorsqu'on a conçu ce nouveau site, il faut le rendre accessible dans la façon compréhension. Effectivement, permettre à chacun d'avoir un texte facile à lire et à comprendre ou en langage clair pour pouvoir s'adresser au maximum de personnes. Ça fait partie de l'accessibilité puisqu'on a beau avoir un site très respectueux du RG2A, si on a des textes qui ne sont pas compréhensibles de la plus grande partie, finalement, on bloque l'accessibilité également. Et puis enfin, en parlant d'inclusion, on va pouvoir adapter le site internet, donc cette partie-là vient à n'importe quel moment de la vie du site, on va adapter le site aux utilisateurs et permettre à chacun d'avoir un site qui va s'adapter en fonction de ses freins visuels, cognitifs, moteurs. C'est dans ce point-là que la partie inclusive design rentre en compte avec les adaptations. Et c'est vraiment l'ensemble de ces piliers qui fera qu'on pourra aller vers le maximum d'accessibilité. Difficile de parler d'accessibilité universelle puisqu'on est tous différents devant un PC, mais on pourrait imaginer encore des autres solutions web pour les personnes sourdes et malentendantes. Il y a énormément de solutions à mettre en place pour pouvoir répondre aux besoins de chacun. L'accessibilité, c'était le rêve du fondateur du web. À la base, le web a été créé pour être accessible. C'était vraiment le but premier de permettre à chacun d'avoir accès à l'information, quel que soit son matériel, quels que soient les logiciels, l'infrastructure réseau, la langue, la culture et la localisation géographique et la difficulté. Et pourtant, je crois que ça s'est venu très très loin, on n'y pense plus beaucoup, alors que c'était vraiment la base du web. Et donc ça s'appuie sur plusieurs principes fondamentaux. Il faut que le contenu d'un site soit perceptible, qu'on soit vraiment proposition d'équivalent textuel quand on va venir proposer une vidéo, une synthèse vocale, on va simplifier le langage, on va avoir un principe fondamental d'utilisabilité, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même une personne sur 5 qui n'utilise qu'un clavier pour naviguer sur un site internet. Donc il est possible et important que celui-ci puisse naviguer sur le site. Il faut que l'interface soit compréhensible,
donc avec du texte lisible et compréhensible, et il faut qu'il soit robuste, justement pour éviter tout ce qui est euh, euh, obsolescence programmée, pardon, et donc permettre à quel que soit le smartphone, le PC, la tablette que j'utilise, je puisse avoir accès à l'information sans faire de mise à jour ou autre. Donc ça, c'est vraiment toute la partie enjeu d'inclusion. La réglementation, le cœur de la thématique. Quelle est-elle aujourd'hui dans ce point-là? Aujourd'hui, les obligations, comme je le disais tout à l'heure, elles existent depuis 2005, donc avec l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté aux personnes handicapées. Donc ça, c'était la loi de 2005. Depuis 2012, les collectivités et les établissements publics doivent se conformer au RG2A, qui a été écrit à ce moment-là. Depuis 2019, les sites publics doivent publier une déclaration, donc on avait des obligations déclaratives pour les sites internet publics. Donc ils doivent afficher une page d'accueil, une page de conformité en donnant le résultat d'un audit, et on doit afficher son schéma pluriannuel d'amélioration pour se dire comment je vais faire pour rendre mon site le plus accessible possible. Donc là, on a des pénalités jusqu'à 25 000 € lorsqu'on n'a pas fait ces déclarations d'affichage. Donc c'est toute cette partie déclarative. Depuis le 1er janvier 2024, le non-respect de l'accessibilité des sites est sanctionné. Donc là, vous pouvez avoir des associations qui viennent dire à l'ARCEP, à l'ARCOM, pardon, et à l'ARCEP maintenant, mais surtout à l'ARCOM, que votre site n'est pas accessible. Et s'il y a un contrôle de l'ARCOM, ils peuvent vous mettre une sanction jusqu'à 50 000 € si vous n'avez pas rendu votre site accessible, conforme à ORG2A à 100%. Donc cette possibilité, elle a forcément des dérogations prévues s'il y a des problématiques liées à une charge disproportionnée. Mais aujourd'hui, on a le droit de vous demander d'avoir un site qui répond globalement à la norme RG2A. En plus de vous demander d'avoir affiché les résultats. Les deux sont cumulables, ce qui fait que, vu que là, on est en pénalité jusqu'à 50 000 € tous les 6 mois, ça veut dire que tous les ans, vous pouvez avoir jusqu'à 125 000 € entre la pénalité liée à au non-respect de la totale conformité, plus le non-affichage. Ce qui commence à faire un petit peu. J'ai une petite question pour tous les sites ou que les sites publics. Aujourd'hui, donc jusqu'à maintenant, on est sur les sites publics et sur les sites des entreprises de plus de 250 millions de chiffre d'affaires. Mais tout va changer à partir du 28 juin 2025. Au 28 juin 2025, entre en rigueur la directive de l'European Accessibility Act, excusez-moi pour mon super accent anglais, qui a pour objectif d'harmoniser le marché en termes d'accessibilité numérique et entre toute l'Europe. Et donc, du coup, ils veulent pouvoir garantir un accès équitable aux services bancaires, transports, commerce en ligne, technologie de l'information pour les entreprises de plus de 10 salariés et ou 2 millions de chiffres d'affaires. On a aujourd'hui ils ont pour objectif d'assurer l'accessibilité aux produits et aux services numériques pour les 87 millions d'Européens et d'uniformiser les règles, puisqu'aujourd'hui, chaque pays fait un peu comme il le sent sur la partie accessibilité. Donc là, il y a une vraie organisation qui se met en place. Je répondrai aux questions que je vois passer un petit peu après. Plus en détail, voici quelques produits et services qui vont passer obligatoires à partir du 28 juin. Donc, il va y avoir aussi une grosse partie sur le matériel, les ordinateurs, le smartphone, les tablettes. Il y a toute une partie liée aux services financiers, les distributeurs automatiques, les terminaux de paiement, qui vont devoir être de plus en plus accessibles, tout ce qui va être lié au transport, le commerce électronique, donc toutes les boutiques en ligne, tous les sites web de commerce et de services et de livraison, tout ce qui est lié aux médias, entre les livres électroniques et les services audiovisuels. Et puis on a toute la partie
site web de publication de l'information avec option d'abonnement ou d'achat, les ventes de produits ou de services en ligne, les plateformes publicitaires, les prestations de professionnels tels que les médecins, les avocats et autres, les offres de services et de divertissement et de médias, et tout ce qui est vente de services et de télécommunications. Donc en tout cas, cet acte est plutôt orienté vers une belle avancée pour l'inclusion, pour l'accessibilité et pour permettre à chacun finalement de s'engager sur ce chemin-là. Pour répondre rapidement à Emmanuel, donc au niveau du coût, donc ça va dépendre de pas mal de paramètres entre la réalisation de l'audit, la mise en accessibilité du site internet et la réalisation de l'affichage. Donc là, ça peut coûter un peu cher lorsqu'on a déjà un site en ligne. Par contre, lorsqu'on est en création ou en conception de site et en refonte, ça peut être intégré dans les coûts et ça ne devrait pas, en tout cas, beaucoup augmenter les coûts puisque ce sont des bonnes pratiques que toute bonne agence ou tout bon développeur doit pouvoir acquérir et devrait connaître. L'obligation d'affichage concerne tous les sites et en fait, même si on est non conforme, on doit afficher qu'on est non conforme. L'affichage veut juste dire l'obligation de déclaration. La déclaration doit montrer que vous avez audité votre site et que vous savez où vous en êtes. Ça, c'est vraiment la partie obligation d'affichage. Être conforme à 100%, c'est aujourd'hui, ça va devenir une obligation si vous êtes contrôlé et si vous, pour respecter, cette nouvelle directive. Sachant qu'à partir du 28 juin 2025, ce qui est demandé, c'est que tous les nouveaux sites internet, toutes les nouvelles applications qui vont sortir à partir du 28 juin 2025 doivent être 100% conformes. Par contre, pour les produits qui sont déjà en ligne, vous avez 5 ans, jusqu'au 28 juin 2030. Donc ça fait qu'il y a un délai de 5 ans pour les produits qui sont déjà en ligne. Par contre, si vous avez prévu de refondre votre site internet et que vous avez prévu de le sortir au 1er juillet, il vous faut le prévoir conforme et plutôt 100% conforme à la réglementation. Pour les subventions, on en reparlera probablement après. Faut-il mieux créer un nouveau site en intégrant l'accessibilité pour rendre un qu'on a déjà? Je dirais il vaut mieux il vaut mieux concevoir un nouveau site. Ça va dépendre en fait de l'état du site actuel. Si vous avez un site qui a déjà été bien conçu, ça va être assez facile de le terminer, de le rendre beaucoup plus accessible. Par contre, si vous n'y avez jamais pensé, ça risque d'être compliqué de reprendre toutes les bases. Et donc là, je vous dirais, il vaut mieux reprendre de la base. Après, tout dépend quel budget ça peut valoir, enfin ça peut coûter. C'est pas la même question? Ok. Je continue peut-être pour vous détailler un petit peu ce qu'est le RG2A, même si d'après ce que je vois comme question, vous allez être assez sensibilisé. Donc le RG2A, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui donne 106 critères à suivre pour concevoir le site internet. Celui-ci s'appuie sur le WCAG, qui est en fait le guide international pour concevoir des sites internet. Donc aujourd'hui en France, on en est au 4.1.2. Il est très strict, c'est-à-dire que si vous avez 100% des critères, vous êtes totalement conforme. Si vous êtes de 50 à 99,9, vous êtes partiellement conforme. Si vous êtes en dessous de 50%, vous êtes non conforme. Il est important de savoir que le RG2A reste une première action d'accessibilité. Pourquoi? Pour vous donner l'idée, le RG2A à 100%, donc non, peut-être avant, le WCAG est sur 3 niveaux aussi.
simple A, double A, triple A. Que vous avez peut-être entendu parler, c'est souvent qu'on parle de double A ou triple A. 100% du RG2A en France égale le double A des WCAG. Ça veut dire qu'on est vraiment sur la première marge de l'accessibilité et qu'après, il reste des choses à mettre en place qui ne sont pas obligatoires, puisqu'aujourd'hui, l'obligation, elle est au double A partout en Europe et donc au RG2A de façon globale. Mais c'est pour vous dire que finalement, c'est pas parce que on a fait cet effort d'être totalement conforme que ça y est, je suis accessible à tout le monde. Non, je suis juste conforme et ça me permet de pouvoir aller plus loin pour aller sur l'accessibilité au plus grand nombre. La loi concerne aujourd'hui le RG2A, le FALC et l'inclusive design, non. Le FALC, justement, tout ce qui va être lié au langage clair et au facile à lire à comprendre, et l'inclusive design également, sont plutôt des critères triple A. C'est-à-dire que c'est quand je vais plus loin. C'est pour ça que ça se fait plutôt en parallèle, en fonction de vos engagements, de votre souhait à mieux transmettre l'information à vos internautes. Il n'y a pas d'obligation légale autour de ça. Mais il y a des choses qui avancent beaucoup sur la partie langage clair au niveau européen, puisqu'aujourd'hui, il y a une norme européenne sur comment rédiger en langage clair. J'espère que j'ai répondu à la question. Je reviens sur mon RG2A. Donc, il est valable 3 ans, donc il reflète un résultat à un instant T. Ça veut dire que pendant 3 ans, après, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez sur votre site. Maintenant, mieux vaut être engagé là aussi et éviter de casser tout ce que vous avez pu mettre en place. Et c'est pour ça qu'il y a un schéma d'amélioration, schéma pluriannuel d'amélioration d'accessibilité qui doit être mis en place en même temps que l'audit pour vous permettre de dire, OK, quelles sont les bonnes actions que je vais mettre en place pour continuer la bonne accessibilité de mon site Internet, mais pas que. Quand on fait l'accessibilité d'un site Internet, un schéma d'amélioration, on va inclure son site Internet, mais on va aussi inclure son intranet, les logiciels qu'on utilise, on va inclure tout l'espace numérique dans lequel on travaille au quotidien pour l'extérieur, mais aussi pour l'intérieur. Donc le schéma peut parfois être un petit peu important. Et donc, il faut auditer son site tous les 3 ans pour remettre à plat là où on en est et être sûr que notre site n'a pas dégénéré, on va dire. Il faut déposer le schéma pluriannuel sur la page, du référentiel, en fait, sur une page en pied de page sur laquelle vous allez avoir une page accessibilité où vous allez annoncer que votre site est conforme ou non conforme. Et dans cette page, il y a une obligation d'affichage légal dans lequel vous pouvez déposer. Et en fait, il faut que ce schéma pluriannuel soit, euh, accessible de l'extérieur, pour prévenir les utilisateurs que vous avez prévu d'améliorer l'accessibilité de votre site Internet et par quels moyens. Le schéma tous les 3 ans, et donc c'est 25 000 € tous les 3 ans, voire si vous êtes contrôlé tous les ans, ça peut être 25 000 € tous les ans. Si vous ne l'avez pas mis en compte, ah oui, 5 000 € c'est le prix effectivement, moyen d'un audit. Ça va partir, pour les sites les plus simples, on va partir à 3 000, 3 500 € jusqu'à des sites qui vont jusqu'à 10 000 €. Effectivement, l'audit est un coût à prendre en compte tous les 3 ans. Donc, une fois tout ça mis bout à bout, on peut se dire que ça peut être quelque chose de lourd et difficile à mettre en place. Et effectivement, il faut prendre en compte toutes ces informations et par où commencer finalement. Là, vous êtes au bon endroit pour la première chose, c'est se sensibiliser. Vous avez déjà pas mal d'informations. Et c'est pour ça qu'il est important aussi ce schéma pluriannuel d'amélioration d'accessibilité, parce que on sait, l'État, je pense, sait que l'accessibilité n'est pas un coût négligeable. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir planifier les actions, les budgéter et avancer petit à petit. On a déjà 20 ans de retard, parce que si on avait déjà pris en compte depuis le début, on serait probablement meilleur, et surtout l'État, de façon globale.
Mais si on s'engage à faire quelques petites actions régulières sur l'accessibilité numérique, on va pouvoir avancer sur cette thématique. Vous me posiez la question tout à l'heure, selon vos souhaits et vos engagements, vous pouvez commencer par proposer un outil, vous pouvez commencer par le RG2A, vous pouvez faire des alternatives partielles d'accessibilité réglementaire en termes d'inclusion et de globalité. C'est petit à petit que finalement vous allez pouvoir aussi mettre en place l'audit pour commencer cette démarche d'accessibilité, mettre en place le schéma et avancer. Aujourd'hui, l'audit, pour répondre à Christelle, c'est vrai que c'est 5 000 € tous les 3 ans si on fait faire l'audit. À terme, on peut aussi se former à faire les audits. On n'est pas obligé de passer par un tiers externe pour auditer son site. On peut tout à fait le faire en interne. Quand on a, c'est pas hyper simple, il faut avoir quelques compétences numériques, mais tout est détaillé dans le RG2A. Tous les tests sont très clairs, donc on pourrait en fait se dire que si une personne en interne fait la formation, on peut s'auto-auditer et donc pouvoir aussi suivre régulièrement l'impact de son site internet au niveau de l'inclusion. Donc comme je disais, on peut se former pour agir en continu, améliorer les supports, améliorer le site internet, parce qu'on aura toutes les données pour pouvoir aussi et avoir le matériel adéquat. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel externe pour pouvoir faire son audit. Il y a quelques logiciels à télécharger et quelques logiciels à avoir, mais il n'y a pas beaucoup de matériel extérieur. Et on va continuer à améliorer les supports. Pour répondre à la question des subventions, aujourd'hui, il existe des possibilités. Exactement, merci. On a droit à des subventions. Alors aujourd'hui, on a de plusieurs sortes. On a le FIPHFP qui va subventionner jusqu'à 50% tous les audits, voire jusqu'à 80% quand il s'agit d'audits d'intranet. Donc il y a vraiment quelques possibilités. Je pense que l'AGFIP aussi, alors ça va dépendre si vous êtes rattaché public ou privé. Donc l'AGFIP plutôt privé et le FIPHFP plutôt public, qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner sur cette partie financière liée à l'accessibilité. Ils ont aussi, je crois, de l'accompagnement et de la subvention sur la mise en conformité. C'est-à-dire une fois que vous avez le résultat de votre audit, comment faire pour améliorer. Et puis, on peut aussi, comme je disais, se former. Donc là, vous avez toutes les possibilités de rechercher des subventions par les OPCO pour être formé en termes d'accessibilité, que ce soit en termes de contributeurs, en termes donc de vous, animateurs du site internet. Aujourd'hui, sur ces 106 critères, il y a environ 30% de ces critères qui sont pour les contributeurs. C'est-à-dire que vous avez des devoirs sur lesquels vous allez devoir faire attention et qui sont liés à l'animation du site. Aujourd'hui, quand on met une image, je vais me spoiler un petit peu ce qui va arriver derrière, mais quand on met une image sur un site internet, il faut que si c'est une image porteuse de sens, il faut qu'elle ait un texte alternatif. Si ce n'est pas une image porteuse de sens, il faut qu'elle soit invisible pour les personnes non-voyantes, pour pas que ça vienne perturber leur lecture. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut aussi se former, avancer en tant que contributeur. Et puis, il y a aussi toute la partie liée à la technique, 70% quand même, qui se doit d'améliorer cette partie liée à l'accessibilité. Donc tout ça pour dire que l'inclusion, finalement, c'est un chemin plutôt assez long, euh, que les collectivités doivent se les approprier petit à petit, un peu comme aujourd'hui on rend les lieux publics accessibles au fur et à mesure. On est encore loin d'être à 100%, mais on est aussi petit à petit avancé pour permettre au maximum de lieux d'être accessibles. C'est à peu près la même chose sur la partie Internet. Pour pas vous faire peur, mais pour vous dire quand même ce qui se passe à côté, il existe un autre référentiel
qui s'appelle le RGESN, donc qui s'appelle le Référentiel général d'éco-conception des services numériques, aujourd'hui qui a été conçu pour répondre entre autres à la loi relative à la réduction de l'empreinte carbone, la loi REEN, et qui en fait propose de concevoir donc des produits numériques en respectant certains critères pour que le site soit le moins gourmand en termes d'impact environnemental, mais également le plus accessible possible, puisqu'il y a quelques critères liés au RGESN qui prennent les critères d'accessibilité. Donc pour l'instant, pas de légifération autour de ça, mais c'est vrai on sent que ce RGESN prend place. Il ne remplacera pas le RG2A. Par contre, en termes de conception, il est bien aussi de s'imaginer respecter ces critères pour réduire l'impact environnemental et permettre à tous d'être le plus accessible possible. À votre connaissance, les webmasters n'en profitent-ils pas pour augmenter leurs tarifs? Alors, ça va dépendre des agences. Les agences qui ont pris un peu d'avance et qui sont formées vont pouvoir intégrer l'accessibilité dans les tarifs et normalement n'augmentent pas les tarifs si vous demandez un site accessible puisque c'est la base de ce que vous devez demander à une agence. S'il ne fait pas son travail, c'est qu'il n'a pas suivi la partie réglementation. Donc normalement, une conception accessible ne doit pas vous coûter beaucoup plus cher. Quelques pourcents, parce que ça prend un peu plus de temps. Il y a beaucoup d'échanges à faire avec vous aussi, parce que, comme je vous disais, il y a 30% des critères qui sont liés à vous, comme la charte graphique, le choix design et autres. Mais en soi, le site ne doit pas doubler parce que vous demandez de l'accessibilité. Depuis longtemps, dans les cahiers des charges, il est spécifié qu'un site doit être accessible. La seule problématique aujourd'hui des cahiers des charges, c'est qu'ils ne demandent pas de vérifier cette accessibilité. Donc on a beaucoup d'agences aujourd'hui qui disent oui, mon site sera accessible, mais qui finalement ne contrôlent pas cette accessibilité ou ne vont pas faire contrôler cette accessibilité. Et c'est là où vous vous retrouvez un peu en porte-à-faux, puisque vous n'avez pas ces obligations, vous n'avez pas l'affichage légal, et vous avez votre agence qui vous dit oui, votre site est accessible, mais vous n'avez pas d'outil de contrôle. Et c'est à votre charge, c'est à la charge du propriétaire du site de vérifier que son site est accessible. Donc l'idéal pour cette partie-là, c'est d'imposer finalement que l'audit soit inclus dans la conception ou que déjà dès la conception, vous prévoyez ce budget à la sortie pour que le site soit vérifié et que vous puissiez dire tout de suite à votre agence ce que vous m'avez fourni ne correspond pas au cahier des charges. Merci de vous y remettre. En gros, on a un guide de l'appel d'offres sur cette partie-là. Mais effectivement, l'objectif n'est pas d'augmenter ses prix. Aujourd'hui, moi, j'ai pas mal d'agences avec lesquelles je travaille et qui sont très orientées et très engagées sur ce point-là. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'un client leur dit, moi, je veux respecter le RG2A, ils vont monter les prix de 20 ou 30%. Par contre, faire euh, de la mise en conformité en cours de vie peut parfois coûter un peu, puisque bah, on est obligé de reprendre des bases et parfois démonter. En fait, l'accessibilité numérique, on est un peu comme la conception d'un bâtiment, hein. Si on imagine l'accessibilité par ascenseur, une fois qu'on a fini de poser le toit de l'immeuble, bah, ça coûte beaucoup plus cher puisqu'il faut faire des rajouts, il faut démonter, etc. C'est à peu près la même chose sur l'accessibilité numérique. Si on ne le pense pas au démarrage, il y a parfois des lignes de code qui sont beaucoup plus complexes à démonter et donc qui peuvent prendre du temps. J'espère que j'ai répondu à votre question. Euh, donc on avance un petit peu, n'hésitez pas s'il y a des questions. Euh, quelles sont les bonnes pratiques pour agir? On va dire que aujourd'hui, moi, ce que je pense le plus important lorsque vous mettez du contenu en ligne, lorsque vous êtes sur une modification de site internet ou de logiciel, c'est de vraiment travailler l'empathie numérique. Et donc de finalement se mettre à la place
de chaque utilisateur. Et là, je vais vous donner pas mal de positions pour que vous puissiez imaginer comment, euh, comment une personne peut imaginer voir votre site. Donc, comment une personne qui navigue au clavier va-t-elle découvrir votre site? Il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez faire le test. Mettez-vous en haut de votre site internet, enfin, rentrez sur votre site internet et commencez à naviguer au clavier avec la touche tabulation, la touche entrée et parfois les touches flèches. Tout dépend comment va être paramétré votre site. Et vous allez voir si vous arrivez à vous repérer, si vous arrivez à entrer sur un formulaire, si vous arrivez à en sortir, si vous arrivez à rentrer dans un menu, si vous arrivez à en sortir, etc., etc. Et là, c'est vraiment déjà la base de l'accessibilité et c'est un très gros critère que de pouvoir naviguer au clavier, puisqu'une personne non-voyante aussi va naviguer au clavier et elle, en plus, elle va utiliser la lecture, euh, la lecture vocale, le synthèse vocale. Donc, même question, comment une personne non-voyante va-t-elle découvrir votre site? Donc là, vous pouvez tenter l'expérience aussi avec un petit logiciel gratuit qui s'appelle NVDA et qui permet de synthétiser vocalement votre site tout en naviguant au clavier ou à la souris d'ailleurs, mais vous pouvez aussi naviguer au clavier pour voir. Et en se mettant dans cette position-là, vous allez voir vraiment comment votre site est construit. Est-ce que vous avez bien, et donc de façon technique, hein, est-ce que vous avez bien des titres, des sous-titres, des paragraphes? Est-ce que la personne peut passer d'un titre à un autre? Est-ce qu'elle va être obligée de tout lire? Aujourd'hui, enfin, voir une personne non-voyante euh, naviguer sur un site internet, c'est très impressionnant parce qu'ils font, eux, la lecture vocale, elle parle très, 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 très vite, incompréhensible presque pour nous. Et en fait, on les voit vraiment très vite naviguer et on voit que s'ils sont bloqués, bah, derrière, ils peuvent ni retourner en arrière, ni retourner en avant. Et finalement, bah, ils doivent quitter le site et parfois y revenir s'ils ont vraiment envie de rechercher l'information ou bah, ne pas y revenir si l'information était subsidiaire. Donc ça, c'est vraiment un point important que vous pouvez tester de façon très facile. Comment une personne daltonienne va-t-elle percevoir ce changement de couleur sur mon site? Là aussi, important de bien mesurer les contrastes. Il existe plusieurs outils, je crois que j'en ai mis un dans les sources à la fin pour que vous puissiez tester. Mais on voit que dans certains types de daltonisme, on ne va vraiment pas du tout voir les mêmes couleurs. Et donc, si on ne met pas assez de contraste, au final, bah, c'est dommage, on ne fait pas passer toute l'information. Et entre autres, quand on va écrire sur des textes, sur des images ou sur des images ou sur des fonds unis mais avec pas assez de contraste, il se peut que la personne ne puisse pas lire. Donc là, il faut garder au minimum des contrastes de 4,5 pour 1 pour que on soit sûr que quasiment tout le monde puisse lire l'information. En continuant la partie empathie, comment une personne sourde va-t-elle comprendre mes vidéos? Est-ce que j'ai bien mis des sous-titres? Est-ce que si j'ai pas mis de sous-titres, est-ce que j'ai mis une alternative textuelle à côté? Qui peut aussi aider d'ailleurs une personne avec un trouble de l'attention. Elle va pouvoir du coup lire à la vitesse dont elle à laquelle elle a besoin si elle a si elle a une alternative textuelle à côté de la vidéo. Aujourd'hui, c'est des choses qui se font de plus en plus et qui ne prennent pas forcément énormément de temps, surtout avec les nouveaux outils. Combien de temps ma page se charge-t-elle pour une personne qui n'a pas la 3G? C'est-à-dire qu'elle est encore en Edge ou voilà, pas beaucoup de réseau. Et si c'est plus que 20 secondes, est-ce que vous pensez qu'elle aura la patience d'attendre? Et si c'est le cas, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce temps de chargement? Comment ma grand-mère va-t-elle naviguer sur le site sur son téléphone? Est-ce que mes boutons sont assez gros? Est-ce que mes polices d'écriture sont assez visibles? Est-ce que, on est bien responsive pour qu'elle puisse bien comprendre où est l'information? Comment mon grand-oncle atteint de Parkinson va-t-il faire pour ce CAPTCHA?
Aujourd'hui, un des points bloquants des sites internet, les CAPTCHA, parce qu'il faut cliquer sur une petite case, il faut réussir à voir sur quoi on peut cocher, ou alors on doit compter des choses qui doivent apparaître. Enfin, c'est hyper compliqué de mettre des CAPTCHA en place, et encore plus quand on a des difficultés motrices pour pouvoir les remplir. Mon formulaire est-il clair pour ma sœur 10? Est-ce que est-ce que ça va être assez clair qu'elle doit mettre à cet endroit-là son prénom? Est-ce qu'il doit être en majuscule? Est-ce qu'il doit être en minuscule? Est-ce que sur les formulaires, est-ce que tout est bien prêt pour elle pour qu'elle puisse remplir l'info? Le PDF qui est en lien sur mon site internet est-il accessible? Aujourd'hui, la norme RG2A, ça se met complètement aussi sur les PDF. C'est-à-dire qu'un PDF se doit d'être accessible, d'être conçu de façon accessible avec des titres, des sous-titres, des signets, des contrastes, etc. etc. Et c'est un critère du RG2A. Est-ce que ce critère a été tenu? Est-ce que le lien est bien visible et accessible si je passe par-dessus? Est-ce que la personne va se rendre compte que c'est un lien? Voilà pour la partie empathie, on va dire, même si on pourrait en mettre beaucoup plus. Mais l'objectif, c'est vraiment de se positionner sur cette partie empathie numérique afin de limiter finalement la perte d'informations pour les utilisateurs. Comme on n'est pas tous hyper débordés, si on est tous hyper débordés, mais pour autant, prendre le temps de comprendre ces critères. Donc j'ai vu que le lien était passé dans le chat, mais il est également dans les sources du PowerPoint que vous recevrez. Comprendre les tests et les critères qui sont mis en place pour répondre à la réglementation. Ça vous aidera à répondre aux questions que je vous ai posées juste avant sur comment la personne va-t-elle percevoir. Puisque dans les thématiques, on a les images, les cadres, les couleurs, les multimédias, les liens, les scripts, la structuration, la présentation, les formulaires, la navigation. Donc c'est vraiment important de comprendre finalement ce sur quoi s'appuie l'accessibilité, parce que derrière, vous serez plus à même d'éviter finalement de faire des choix qui ne sont pas forcément accessibles. La sensibilisation est vraiment le point le plus important sur ce point-là. Et on s'en rend compte, nous, au quotidien, quand on fait des audits ou de l'accompagnement au RG2A, que, que beaucoup de personnes, finalement, ont des difficultés à choisir ne serait-ce qu'une charte graphique accessible. Et ça, c'est vraiment le point clé, déjà, de la communication. Si on choisit des couleurs qui ne vont pas aller ensemble et qui ne pourront pas être assez contrastées sur le site, bah, du coup, malheureusement, on va se pénaliser pour la suite. Dans la suite des bonnes pratiques, voici les critères les plus bloquants. Là aussi, les critères sur lesquels il faudra le plus se poser pour faire des choix. Donc là, vous voyez en photo, c'est une personne qui lit sur une planche braille, un clavier braille. Donc toute l'information lui est transmise en braille. Donc le site défile en braille, donc elle ne va naviguer qu'au clavier, d'où l'importance de cette partie-là. Les critères les plus bloquants. Voilà, le numéro 1, la navigation au clavier, puisqu'on va être très vite, très très vite bloqué si celle-ci n'est pas prévue dans le développement du site. Les images alternatives et les alternatives médias. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, quand vous mettez une image sur un site internet, est-ce que elle a un sens? Si elle est porteuse de sens, est-ce qu'elle a un texte alternatif? Si j'ai mis un podcast, est-ce que celui-ci a bien une alternative texte aussi pour les personnes euh, malvoyantes ou malentendantes, enfin, quel que soit le problème, ou justement avec un trouble de l'attention? Est-ce que j'ai bien prévu toute cette partie qui fait partie aussi des critères liés au RG2A? L'espacement entre les textes. Est-ce que si j'écris euh, petit, est-ce que je pressens bien cet espacement entre les textes? Alors là, on n'est pas sur un critère pur, mais en attendant, quand on a des sites internet avec des écritures toutes petites et en plus un espacement très serré, pour les personnes dyslexiques ou avec des difficultés de lecture, c'est très difficile
de lire et de comprendre les textes. Est-ce qu'il y a des contenus en mouvement et clignotants? Là aussi, ça peut être déclencheur de crises d'épilepsie, des crises visuelles ou autres, d'autisme aussi, en lien avec l'autisme en tout cas. Donc, important de bien permettre à l'utilisateur de pouvoir arrêter ce mouvement. Ça fait partie des critères aussi d'accessibilité. Lorsqu'on met euh, des sliders qui défilent de façon automatique, tout ça peut être très déroutant pour certains handicaps, donc il est vraiment important de pouvoir arrêter ces contenus pour limiter les crises. Les contrastes, on en a parlé, au moins 4,5 sur 5 sur 1 pour les contrastes, et l'idéal reste à 7, reste 7 contre 1 pour la partie contraste. Les formulaires et les CAPTCHA. Les CAPTCHA, j'en reparlerai pas, j'en ai parlé tout à l'heure. Les formulaires, je suis sûre que même vous, ça vous est tous déjà arrivé de remplir un formulaire, de le remplir, d'arriver en bas, de le valider, et que finalement ça ne convient pas. On ne sait pas exactement où ça va pas dans le formulaire, ou alors on nous dit c'est le numéro de téléphone qui va pas, mais on nous dit pas donc s'il faut mettre des points, des espaces, s'il faut pas en mettre, etc. Donc ça, c'est vraiment bloquant déjà pour nous qui n'avons pas de difficulté face au numérique. Imaginez dès qu'on va avoir un problème avec l'utilisation. Il faut vraiment que ce soit très clair et beaucoup plus facile d'accès. Un peu vite. Voilà pour la partie des critères les plus bloquants. Pour les sites internet, encore quelques points. Donc, contraster les visuels et les écrits, éviter les textes sur les images. Il n'y a rien de plus difficile pour la partie contraste et la partie lecture. Utiliser une police accessible, là aussi, ce n'est pas un contraste, ce n'est pas un lien. Ce n'est pas une obligation liée au RG2A. Par contre, plus vous aurez une police accessible, plus ce sera facile de trouver l'information. Rendre les liens perceptibles, clarifier l'information, limiter les interactions dynamiques, tout ce qui est slider, choses visuelles qui bougent, et bien, on l'a déjà dit, mais penser aux alternatives textuelles et aux transcriptions dès que c'est possible. J'ai une petite question. Dans le cas d'un site web à destination touristique utilisant des données d'un système d'information touristique, comme Apidae ou Tourinsoft, comment faire pour que toutes les images de tous les prestataires aient des balises alt? Est-ce que des outils existent? Alors, sur le système Apidae ou Tourinsoft, je ne sais pas. Mais techniquement, en fait, ça serait à eux de proposer obligatoirement une balise alternative. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui sont prévus avec une obligation de remplir le texte alternatif, soit avec le texte alternatif quand il doit y être, soit justement en le laissant vide pour laisser l'image absente pour les personnes non-voyantes. Après, est-ce que sur ce système d'information, ils y sont? Là, je ne connais pas assez Apidae. En tout cas, normalement, c'est le fournisseur du logiciel qui doit proposer les alternatives techniques pour que les balises soient présentes. Et pour avoir posé la question, eh bien voilà, on a une autre réponse pour Tourinsoft. A priori, ils n'auraient pas d'obligation, enfin, ils n'ont pas de balise alternative. Donc là, vous n'y pouvez rien en tant que contributeur. Ça, c'est une demande à faire au fournisseur pour lui dire, écoutez, nous, on a besoin que notre site soit accessible, et pour ça, il faut que vous nous permettiez de pouvoir avoir des balises alternatives ou de proposer que tous les prestataires puissent mettre des balises alternatives sur les textes. Ça, c'est bien dommage qu'ils ne puissent pas, qu'ils ne l'aient pas déjà développé, en fait. Donc voilà pour la partie bonne pratique. Sur la bonne pratique liée à l'inclusive design, en fait. Du coup, il y a également l'ISIO qui a été développé par notre structure qui permet d'aller un peu plus loin sur la partie inclusive en proposant de l'adaptation, en proposant à chacun de pouvoir adapter
le site internet en fonction de ses besoins. Vous pourrez, si mon lien fonctionne, voilà, tester l'ISIO en allant sur notre site ou en allant sur euh, les nombreuses structures qui sont déjà équipées, entre autres, ici, comme dans le tourisme. Vous pourrez tester l'ISIO sur de nombreux sites et en fait, en quelques clics, pouvoir permettre à vos utilisateurs ensuite d'adapter. Donc là, pas de refonte, pas besoin de faire de nombreuses adaptations. C'est l'ISIO qui fait l'adaptation pour les utilisateurs. Vous n'avez pas besoin de retoucher à votre code. C'est un plugin à installer. Et en quelques clics, l'utilisateur va pouvoir dire, ben, je suis dyslexique, je suis daltonien en plus, malheureusement, j'ai des mouvements difficiles. Et le site va directement s'adapter pour l'utilisateur. Là, avec une police d'écriture, des couleurs qui ont changé, qui sont plus forcément celles qui nous plaisent, mais qui vont venir être vraiment les bonnes pour les personnes en situation de daltonie. On va pouvoir tout personnaliser. Et si voilà, les zones de clic qui vont venir s'élargir pour les utilisateurs ayant des tremblements. Et lorsque je vais aller sur un site équipé d'ISIO, comme ici les Européennes, automatiquement, sans que j'ai besoin de refaire ma sélection, le site va s'adapter de la même façon, police d'écriture, zones de texte qui vont s'élargir et s'encadrer, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment idéal pour les utilisateurs, puisqu'une fois qu'ils ont déclaré leurs problématiques, à chaque fois qu'ils reviendront sur votre site, ils auront les mêmes besoins, ils auront la partie traduction, la synthèse vocale, donc la traduction dans plus d'une trentaine de langues, la synthèse vocale au choix, et puis également des points pour les personnes ayant des déficits de l'attention, des troubles de la vie et autres. Donc là, on va vraiment être dans l'inclusive design avec de l'adaptation à l'utilisateur afin de lui permettre finalement de pouvoir avoir un site le plus adapté à lui. Je ne parlerai pas plus dans le détail, sauf si vous voulez en savoir un peu plus. Mais l'objectif, c'était pour que vous sachiez que ce sont des outils qui existent, qui sont faciles à mettre en place, sans forcément réimaginer tout son site et qui permettent alors un engagement, en tout cas, vers l'inclusion, sans remplacer la conception, bien évidemment. Ça serait trop beau si j'avais ce petit produit magique qui remplacerait l'accessibilité numérique. Mais l'objectif, c'est vraiment pour vous de pouvoir permettre à chacun d'avoir l'adaptation voulue sur peut-on installer l'ISIO sur des sites? Oui, qui existent déjà, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et ça peut être un abonnement ou un achat de licence en fonction. Et on a des abonnements euh, qui vont à partir de environ 80 € jusqu'à 200 € en moyenne en fonction des sites, en fonction de la capacité du site, en fonction de pas mal de points. Ça, on peut en reparler. Mais on a des possibilités assez accessibles sur la partie financière. Euh, je vous laisserai aussi du coup toutes les parties, toutes les sources et puis également quelques outils pour tester vos sites. Donc le Chrome Web Store pour la partie contraste, la partie Wave pour venir tester la conception une certaine partie des conceptions du site, sachant que tout ne peut pas être automatisé. Dans le test, aujourd'hui, un audit doit passer par l'œil humain. On n'a pas encore passé le cap et l'IA n'est pas loin d'être prête encore sur cette partie-là. Et puis voilà, vous trouverez le RG2A, le RGESN et puis toutes les bonnes pratiques liées au numérique responsable. Et maintenant, place ouverte aux questions, bien que j'en ai déjà répondu à quelques-unes. Et puis aussi à qu'est-ce que je peux faire moi demain dans ma structure pour permettre d'améliorer ce sujet d'accessibilité, d'inclusion et de sobriété numérique pour mon site internet ou mes autres logiciels. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi le faire en ouvrant les micros, on peut le faire par écrit. Je vous laisse mettre des questions. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une petite question. Mhm, Je bloque toujours, même si vous avez répondu tout à l'heure. Est-ce que vous avez un exemple pour le schéma pluriel là, qu'il faut qu'on rajoute dans la page de conformité? mhm. Vous avez un exemple à montrer, s'il vous plaît?
Alors, du coup, j'ai vu que... téléchargeable ci-dessous, on va en voir un là. Il y en a, enfin, là, j'ai pris celui que Sophie avait partagé parce qu'il était déjà dans le chat. Donc, un schéma pluriannuel peut être écrit, n'est pas un document aussi formel que le RG2A, où là, on doit faire des tests, oui, non, ça marche ou ça marche pas. Là, on va être vraiment sur comment je vais faire pour rendre mon site accessible. Donc là, on est sur un schéma assez détaillé de façon globale sur qu'est-ce que je compte faire. Et donc effectivement, souvent dans les actions, on va faire de la sensibilisation, on va faire appel à des prestataires externes, on va faire de la formation, on va prendre en compte l'accessibilité dans les appels d'offres, on en a parlé tout à l'heure. On va faire du recrutement en fonction, on va traiter les données, parce que c'est important aussi d'avoir les retours des utilisateurs. Et puis tout ça, on va le rédiger dans un plan. Alors, on va pas passer celui-ci tout en détail, mais il est plutôt très bien fait. Et donc, du coup, vous aurez en détail toute la partie accessibilité, je pense, et le plan. On va pouvoir l'avoir ici. Où il a été mis à jour. Nous, on aime bien, quand on accompagne sur le schéma pluriannuel, donner une liste finalement planifiée de ce qu'on a prévu de faire sur les différents trimestres, années, voilà, sur la partie, voilà. Nous, on le fait plutôt sur une temporalité, sur une ligne, mais c'est aussi bien comme ça, de dire, voilà, moi, ce que j'ai prévu de faire, donc j'ai prévu de faire un schéma, je l'ai fait. J'ai prévu de désigner un référent accessibilité, c'est fait. Est-ce qu'il a été formé? Ça a été en cours, bon, ça on était en 2020, mais en tout cas, et ensuite se dire bah, toutes les actions que j'ai pensé faire, est-ce que j'ai pu le faire courant d'année, et sinon, bah, est-ce que je les reporte sur l'année d'après? Voilà à quoi ressemble en gros un plan d'accessibilité annuel. Donc soit vous pouvez être accompagné, soit en fait vous pouvez tout à fait vous inspirer de plans d'action déjà en place et pouvoir finalement le transposer. N'oubliez pas de prendre en compte toute la partie euh, ressources humaines et budget qui vont vous permettre finalement de vraiment pouvoir suivre votre schéma pluriannuel et à terme du coup d'intégrer aussi, alors là c'est peut-être ce que je vois un peu moins, s'ils sont là par exemple conformité, réalisation des audits et de bien les prévoir tous les 3 ans. Ça marche, merci beaucoup. Euh, Tout, en fait, aujourd'hui, je pense que. Donc, est-ce que les offices de tourisme qui ont 70% de subventions sont concernés par le RG2A? Oui. Et encore plus si sur votre site internet, vous avez une boutique en ligne. Euh, et aujourd'hui, après, quand vous dites 70% de subventions, c'est subventionné par la collectivité, j'imagine. Mais vu que les collectivités sont obligatoirement concernées par le RG2A, je dirais que oui, forcément encore plus que les autres. C'est assez difficile. Aujourd'hui, il y a très peu de sites qui ne sont pas concernés par le RG2A finalement. Ça pourrait être les associations qui ne seraient pas concernées. Euh, Après, pour autant, aujourd'hui, avoir un site qui sera le plus accessible possible sera de toute façon le plus intéressant pour tout le monde en fait, parce que bah, vous ne vous priverez pas des utilisateurs qui viendront sur votre site. J'ai eu l'autre fois une demande d'une personne non-voyante qui me disait bah, c'est dommage, j'ai pas accès à telle ou telle info sur tel site. Et je dis oui, puisque le RG2A n'a pas été encore mis en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des idées de ce que... Est-ce que ça vous crée des idées pour mettre des choses en place dans vos différents organismes? Peut-être. Je le souhaite. Les choses les plus simples sont probablement déjà de regarder les textes alternatifs, de regarder euh, si vos vidéos sont sous-titrées, les contrastes.
Si des associations reçoivent des subventions, elles sont aussi concernées. Euh, Pas toutes, ça va dépendre de la taille de l'association. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui sont justement en train de se mettre aux normes RG2A parce que elles veulent aller chercher les subventions nationales et européennes. Oui. Et c'est aujourd'hui contraint dans les réponses à subventions que d'être accessible, que le site soit accessible. En tout cas, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. N'hésitez pas, je suis encore là un petit peu si vous le souhaitez. Sinon, je vous remercie d'avoir été présent cet après-midi. J'avais encore une question, Oui, Cyrielle, s'il vous bien plaît. sûr, Patricia. Dans le cadre de Destination d'Excellence, on accompagne les sites touristiques Mhm. qui ont on va dire, ce critère-là à compléter. Oui. Est-ce que les inviter à se rapprocher de leur webmaster est la meilleure des solutions? Ou est-ce qu'on doit déjà un petit peu les sensibiliser, comme vous l'avez fait là, à regarder un peu ce qui va? Enfin, mon interrogation, c'est vraiment, est-ce que les webmasters sont au fait de tout ça? Et est-ce que les sites peuvent se retourner directement vers les webmasters qui, alors je vous l'avoue, même chez nous, quand on veut travailler le sujet, aiment pas trop qu'on remette en question leur travail, quoi. Donc, Alors, je dirais qu'il faudrait mieux. Alors, l'idéal, c'est plutôt de passer un petit peu euh, par la sensibilisation. Comme ça, vous savez ce que vous allez pouvoir demander à votre webmaster, qui doivent être de plus en plus formés. Mais c'est vrai qu'il y a encore énormément d'agences aujourd'hui qui en sont très loin. Donc, l'idéal est d'avoir au moins un peu de connaissances pour savoir quoi demander à son agence. Donc ça, si vous souhaitez qu'on refasse une sensibilisation sur les structures destination d'excellence, n'hésitez pas à solliciter Sophie, on pourra le faire avec grand plaisir. Euh, Après, chaque cas est différent. Il y a des webmasters qui sont très sensibilisés et qui vont pouvoir accompagner rapidement, mais ça reste que ça sera, à mon avis, pas la majorité des cas. Merci à vous. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous, merci. Passez une très bonne après-midi et bah, au plaisir sur d'autres sujets, sur soit l'accessibilité, soit la sobriété numérique, et puis l'accessibilité, l'inclusion. N'hésitez pas à vous rapprocher de Sophie pour la suite. Enfin, c'est pas du courage qu'il faut. Chaque action, les unes après les autres, fait qu'on arrive à terme à y arriver. Et voilà. Vous étiez au bon endroit au bon moment aujourd'hui. Très bon après-midi à tous. merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir Patricia. N'hésitez pas à envoyer des questions.